écoutez également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Tous les soirs à 18h, vous avez accès donc à cette émission. On en vient à ce dossier, Mohamed Mara, affaire coffre-fort. L'enquête fournit de nouvelles précisions, vous le dites si bien ce matin. Oui, vous vous rappelez de cette histoire de vol, hein, d'un coffre-fort. J'avais déjà épanché ici tout le film de ce vol qui a porté sur deux montants. Le premier de 1 460 880 euros en espèces. Un autre portant sur la somme de 1 360 000 dollars. Subtilisé donc dans un coffre-fort. Et je vous avais expliqué néanmoins que l'argent, il y avait eu un reliquat qui avait été rendu donc à la victime par le neveu Tambasoy. C'est pas Tamba, Zachary, c'est Tambasoy. Alors, et dans la valise qui avait été saisie par devers lui, donc il y avait un montant de 700 000 euros et de 200 000 dollars finalement comme reliquat que le monsieur avait retrouvé. Alors, on s'était beaucoup interrogé parce que sur la taille d'abord de l'entreprise quand même, parce qu'on se demandait est-ce que cet argent avait effectivement appartenu à cet opérateur, à cet entrepreneur du nom de Edouard Yombuno, c'est ça? Kunduno. Edouard Kunduno. Alors, nous nous sommes donc lancés à tous azimuts sur ce dossier. Personnellement, j'ai interrogé quand une huitaine de personnes avec Jacques. Tout le monde s'y est mis finalement pour creuser. Parce qu'à l'origine, je vais être honnête avec vous, j'avais des soupçons sur l'oncle de Edouard. Il a un oncle donc qui lui avait mis les mains à l'étrier et qui était jusqu'à très récemment directeur national du budget. C'est Abraham Richard Kamano. Et effectivement, puisque dans la famille, c'était ça le nœud gordien. On m'avait dit non, que l'argent aurait appartenu à Richard Abraham Kamano et que donc c'est de l'argent qu'il aurait confié à son neveu. Donc ce qui m'a paru quand même bizarre. Parce que Edouard va quand même porter plainte à la CRIEF. Sachant très bien que son oncle, qui est un agent public, pouvait, s'il était prouvé que les fonds lui avaient appartenu, pouvait faire l'objet immédiatement d'enquêtes, voire de poursuites judiciaires. Alors, mais deuxièmement, c'était la taille des entreprises, comme je l'avais demandé. Est-ce qu'il pouvait disposer quand même, au sein de cette entreprise, de montants ou de marchés pouvant justifier de telles acquisitions en numéraire? Alors, il y a un certain nombre, parce que finalement, j'ai rencontré des actionnaires. Il y a il y a un consortium d'entreprises. C'est cela la réalité. Il y a un consortium d'entreprises, donc, qui travaillent. Mais à l'intérieur, vous avez chaque entreprise qui a ses propres marchés, mais ensemble, ils ont des marchés communs. Ils ont de gros marchés communs. Donc, pour les exécuter, parfois, vous savez, quand vous n'avez pas la bonne surface financière, vous êtes obligé de vous mettre avec d'autres. C'est une technique souvent que les gens utilisent pour pouvoir obtenir des marchés d'une certaine envergure. Alors, c'est le cas, par exemple, comment il s'appelle, du chantier que M. Alpha Condé, vous vous souvenez, avait lancé du côté de Bofa, le chantier Marial, vous vous souvenez? Le sanctuaire Marial. Le sanctuaire Marial qui n'a jamais finalement achevé et que le CNRD est venu relancer. Alors, rien que ce marché, justement, c'est un marché de 48 milliards. Mais avec les extensions qui sont prévues, donc, qui seront portées à 100 milliards. Donc, il y a ce premier marché. Il y a l'hôpital préfectoral, notamment de Fria, en rénovation et extension, qui se chiffre à 24,8 milliards. Je vous donne juste une idée un peu de quelques marchés. Il y a l'école nationale des douanes à 15 milliards avec ce consortium. Vous avez le laboratoire des agronomiques justement de l'Institut de Farana. Donc sur 11 milliards. Vous savez, il y a un institut agronomique qui est à Farana. Vous avez également le Centre national orthopédique de Donka, dont on a parlé ici, qui a connu beaucoup de souffrances et qui est relancé, dont le montant équivaut à peu près à 11 milliards. Donc, vous avez tout un tas comme ça de marchés. Donc, là-dessus, je me suis rendu compte que oui, financièrement, c'était possible.
Mais ça ne m'a pas suffi. Parce que oui, financièrement, c'était possible, mais cela ne m'a pas suffi parce qu'il fallait que j'aille un peu plus loin. Donc, j'ai rencontré l'un des actionnaires qui m'a expliqué, parce que j'avais un autre problème. Vous avez un compte en devise. Comment est-ce possible que vous ayez autant d'argent par devers vous? Et c'est là où, non seulement je me suis intéressé à cette entreprise, mais je suis allé plus loin. Avec d'autres opérateurs également. Alors, c'est quoi la pratique? Vous savez, quand les gens dégotent des marchés, des gros marchés, que ce soit avec l'État ou avec des privés, souvent, ces marchés, on est dans les BTP. Ça porte sur plusieurs années. 2 ans, 3 ans, ça dépend de l'envergure du marché. Ouais. Mais ce qui se passe derrière, Ouais. c'est que, vous savez, les décaissements n'est jamais opéré directement. Surtout d'ailleurs avec l'État, d'ailleurs, Les grandes gueules. au niveau du chantier marial, c'était un préfinancement. Donc, ils sont obligés de s'endetter dans un premier temps. Et là, ça se fait avec les cambistes. Ouais. Parce qu'avec les banques, souvent, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent avec les banques. Ça, c'est la première explication. La seconde qui m'a été fournie, c'est que même lorsqu'ils reçoivent de l'argent, vous savez, comment on appelle ça, le taux d'inflation n'est pas répercuté. Ouais. Et vous savez le yo-yo que peut faire quand même la monnaie guinéenne sur 2 à 3 ans. Donc souvent, les entrepreneurs parfois se retrouvent avec des pertes. Donc apparemment, c'est une pratique, mais de tous. Parce qu'on m'a quand même cité de gros noms dans le domaine. Justement, les gens donc apparemment disposent de coffres-forts disséminés dans la ville. Ok. Parce qu'ils ont besoin, eux, ils travaillent avec l'argent au quotidien en fait. Au quotidien. Ouais. Donc, ils appellent un cambiste qui donne l'argent, parfois qui donne l'argent directement à un fournisseur. Des grandes Donc, gueules. voilà comment le phénomène m'a été expliqué. Ok. Donc, j'ai tenté de faire corroborer cela ailleurs. Mais j'ai rencontré je vais être honnête avec vous, ce monsieur Edouard qui a perdu de l'argent. J'ai préféré d'abord faire le tour et j'ai terminé par lui. C'est parce que j'avais besoin de me faire une idée exactement. Ouais. Je suis allé à la CRIEF pour tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que son oncle en question est mêlé au dossier? Alors, là-dessus, même à l'accusation, ils ont été formels, il n'y a aucun indice. Il n'y a pas de lien. Là-dessus, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de lien. Ouais. Et le monsieur, effectivement, avait ses montants. Ouais. Alors, le deuxième niveau, il y a que je découvre maintenant qu'il y a un problème même entre les actionnaires. Parce que là, quand même, l'argent qui est parti comme ça, qui n'est pas encore recouvré, pose des problèmes. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise est en souffrance avec certains de ses chantiers. Parce que justement, l'argent quand même, ce dont on parle, c'est quand même dans les 35 milliards l'équivalent. Ouais. Et quand vous perdez ça tout d'un coup, Ouais. forcément, c'est un problème. pour 35 vous. milliards, environ Alors, 3 millions d'euros. Ok. un peu plus. Les grandes Et gueules. voilà, environ 3 millions d'euros. Vous voyez déjà de quoi on parle. Donc, Ouais, ouais. oui, c'est normal. Ouais. Big up le français. Big up. Les grandes gueules. Donc, N'en déplaise. voilà, n'en déplaise. Oui. N'en déplaise. Il peut demander la nationalité turque s'il veut. Voilà. Je suis burkinabé, tu sais. Jacques, on n'a pas dit ton nom. Non, mais... Allez-y, Mohamed, Imagine. pardon. Je vais faire mon compte rendu parce que je n'ai pas envie de rapporter à l'opinion comment tu as chopé monsieur Alpha Condé. Les grandes gueules. Il est parti au Burkina, personne ne savait en Guinée. Et toi, tu es allé le trouver, tu l'as photographié, tu as balancé. Alors, donc le deuxième niveau, comme Ouais. je le disais, Ouais. c'est que l'entreprise elle-même aujourd'hui est en difficulté. Ouais. Justement parce que ne pouvant pas financer certains de ses chantiers. Donc ça, c'était la deuxième des choses que j'avais retrouvées. Et puis je suis remonté quand même, nous sommes remontés cette fois-ci au niveau du vol lui-même. Parce qu'il y avait des phénomènes qui étaient inexpliqués. Hier, pas plus tard qu'hier matin, j'ai longuement, par exemple, échangé avec monsieur Eli Kamano, dont Ah, ok. c'est l'un des frères, oui, l'artiste dont on parlait. Ok. Il n'y a aucune volonté de diffamation. Parce qu'il fallait aussi vérifier. Puisque dans la famille, et dans les deux camps, on nous rapportait quand même que dans un premier temps, lorsque Tambasoy avait reconnu effectivement le vol, Ouais. et qu'il avait dirigé un petit groupe pour aller reprendre le reste de l'argent, la maman, et ça j'ai des enregistrements ici qui en font foi, alors totalement, vidéo tout comme audio, j'ai pris le temps de les éplucher. À l'heure où nous parlons, le dossier est en train de passer à la CRIEF, à l'heure où nous parlons, donc les mêmes audios j'imagine vont être versés au dossier. La maman s'était engagée à faire rembourser les reliquats qui étaient déjà par devers le jeune. Parce qu'ils se sont rendus compte que les montants rendus, soit 700 000 euros et 200 000 dollars, n'étaient pas du tout... le monsieur ne pouvait pas du tout les accepter. Je vois. Et qu'il n'avait pas quand même pu, en un temps record, en quelques mois, sans qu'on ne voit de grosses réalisations quand même,
3 millions d'euros quand même qui disparaissent dans la nature. Ouais, oui. Ça, quand même, ça se cache pas si facilement pour Les quelqu'un grandes qui n'a gueules. pas l'habitude de brasser suffisamment d'argent. Les grandes La gueules. maman s'était engagée. Alors, et ces engagements-là pris, dans la famille, on m'a appris justement que c'est lorsque Elie Kamano a été informé par une de ses nièces, et Elie m'a effectivement confirmé hier que c'était une de ses nièces qui l'avait informé, que Elie aurait dit à la famille, écoutez, dans la famille, à sa soeur, écoute, dans la famille, Dieu donne à l'un simplement pour tout le monde. Cet argent d'ailleurs, ça doit être l'argent de Richard. Parce que ce Richard est celui, comme je l'avais dit ici la dernière fois, est celui-là qui avait vraiment investi sur le jeune. Mais en fouillant un peu plus, on s'est rendu compte qu'en réalité, le papa de Édouard est celui qui, si vous voulez, pendant les années d'études de Richard, lui avait tendu la main. Donc il considère Richard pas simplement comme un neveu, mais un peu comme son propre fils, en fait. Ouais. Donc, c'était ça, en fait, la relation. Donc, et dans la famille, on nous avait soufflé que Elie aurait touché 200 000 euros, lui aussi dans ce pactole. Les grandes gueules. Et deuxième, que c'est Elie qui aurait porté l'affaire devant le CNRD. Pour tenter, en fait, d'effrayer Richard, parce que dans l'esprit de la famille, Richard, en fait, a le pouvoir sur le jeune Édouard dont l'argent a été subtilisé. Oui. Et que si le jeune tenait à porter plainte, parce que c'est quand même contre la sœur de sa maman qu'il a porté plainte, et la sœur de sa maman qu'il a élevée, donc une tante maternelle qu'il a élevée. Donc les gens pensaient que ça devait être Richard derrière, qui a de mauvais rapports avec la dame depuis une décennie. Oui. Donc c'était ça le calcul. Alors il a fallu aussi vérifier. Nous avons appelé Elie, Jacques est témoin, nous l'avons longuement écouté. Il nous a juré sur le Coran et sur la tête de ses enfants qui n'avaient pas touché d'argent, qui n'avaient rien reçu. Oui, vous savez, il faut être honnête, je dois faire mon compte rendu d'abord sur les faits. D'abord les faits. Les faits, parce que je n'ai pas de preuves matérielles. Évidemment. Mais je sais juste une chose. Élie partait pour la France. Il partait pour la France. Et donc, mais dans ses explications, je suis quand même intrigué. Parce que dans un premier temps, il m'avait dit, j'étais encore dans la voiture quand il m'expliquait, que lui, il était en France. Il a été informé que lorsque un article de presse avait paru, notamment de notre confrère Marwan Kamara, et c'est comme ça qu'il avait été alerté dans un premier temps. Mais vers la fin, il m'explique que c'est avant plutôt le voyage qu'il a été informé. Alors, est-ce qu'il a perçu ces 200 000 euros? Je n'en ai pas de preuves, je n'en ai pas le sentiment non plus, puisque je n'ai pas vraiment d'éléments qui puissent l'étayer. Maintenant, deuxièmement, est-ce que Elie a alerté le CNRD? Je suis affirmatif. Ok. Je l'ai vérifié des deux côtés. Non, je l'ai vérifié des deux côtés. Elie lui-même, et Jacques m'en est témoin, a reconnu effectivement qu'il avait appelé le général Bala Samoura, qui ne lui aurait pas décroché. Et c'est comme ça qu'il aurait appelé le colonel Amara Kamara. Ah, quand même. Le colonel Amara Kamara. Et je lui ai demandé la raison. Il me dit non, parce que sa soeur, en ce moment, était en garde à vue. Puisque des mois de discussion, l'argent n'était pas rendu. Finalement, Édouard, excédé, avait porté plainte. Parce que Édouard tenait au moins à reprendre ceux qui restaient. Et parce qu'il a quand même des partenaires et lui-même est en difficulté. Donc, Elie me dit qu'il l'avait appelé Amara. La raison était simplement que Amara intervient simplement pour que sa soeur soit libérée. C'était ça la raison. Alors, quand je lui ai dit donc, c'est après intervention de Amara que ta soeur a été libérée. Il dit non. Je dis mais pourtant elle a été libérée. Alors que les faits quand même dont elle était incriminée sont extrêmement graves. Parce que ne l'oubliez pas, Tamba a disparu. Depuis le moment où il a rendu un peu ces sommes-là, Tamba a disparu dans la nature. Il était joignable. Oui. Il faut compléter le nom là. Je fais exprès. Il faut compléter le nom. Je fais exprès. Voilà. C'est pas voilà. Je savais qu'il allait réagir. Voilà. Mais je ne complète pas, c'est Tamba. Alors, Tamba Soy. Alors, Tamba Soy a disparu. Il était joignable sur WhatsApp, mais aujourd'hui, il ne répond plus, en tout cas à des numéros inconnus. Mais il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que du point de vue notamment de la maman, si vous voulez des proches de la maman, c'est que Tamba Soy est effrayé. Il est effrayé parce qu'eux aussi portent des accusations sur qui? Sur Édouard. Mais pensant que l'argent n'appartient pas à Édouard et que l'argent appartient à Richard. Donc ils disent que Édouard, en clair, se serait volé lui-même.
Parce que quand Edouard a récupéré l'argent, le montant qu'il a déclaré n'équivaut pas réellement à ce qui était dans la valise. Sauf que cette version, je n'ai pas pu la corroborer. De l'autre côté, on estime, donc du côté de Edouard, on estime que Tambasoy a fui avec la complicité de sa maman. Ouais. Alors, pourquoi je parle d'enregistrement? La maman, à un moment donné, est allée rencontrer un féticheur. Je vous ai parlé de ce féticheur qui avait été ramené par l'un des beaux-frères de la famille. Ah, Un des beaux-fils de la famille. C'est autre chose. Hein? Ah, sauf que le féticheur en question, je vais te montrer la vidéo, c'est un gros mandingue. Ok. Un gros mandingue. Bien. Je t'assure, il te ressemble beaucoup physiquement. C'est un gros mandingue. C'est même pas un qui vient comme mais- féticheur. C'est un gros mandingue. Alors qu'il a fait quand même des choses qui ont effrayé. Ça, c'est... Alors, le féticheur, donc qui a été amené, imaginez, le féticheur qui a été amené par les amis de Edouard pour clarifier l'affaire, ce féticheur-là, le contact est établi avec ce féticheur, par qui cette fois-ci? Par la maman. C'est-à-dire que le féticheur qui a démasqué son fils. Et elle lui demande de l'aider. Alors, les enregistrements qu'on a sont quand même étonnants. Je rigolais ce matin en parlant du procureur Ali Touré. J'ai dit, mais est-ce que vous savez qu'on a demandé que Ali Touré aussi soit agbassé? Les grandes gueules. C'est vrai. Vous avez vu les vidéos? Il a demandé clairement, la maman demande clairement au féticheur d'en finir aussi avec Ali Touré. En plus de Edouard et de Richard. L'un est son frère, l'autre est son neveu. Parce que, et comme elle le dit d'ailleurs quelque part dans la vidéo, c'est-à-dire quand tu accouches d'un serpent, tu dois t'en ceindre comme tu dois te ceindre avec. Donc tu dois en faire ta ceinture. Voilà. Donc elle le dit comme ça au féticheur. Mais il y a un autre problème. Le féticheur, lui, il est prêt à parler. Hein? C'est moi qui n'ai pas voulu le rencontrer. Le féticheur est prêt à parler. Le féticheur explique, on a eu des détails là-dessus, parce qu'elle a même proposé 200 000 € au féticheur. Si le féticheur parvenait à régler l'affaire. Hein? 200 000 $. Mais à un moment donné, quand l'affaire a commencé donc à se tasser, le féticheur a commis l'imprudence de lui dire, bon écoute, quand même, et si tu me donnais la moitié, puisque l'affaire est quand même commence à se calmer. Ce qui a provoqué l'ire de la dame et depuis, tout est interrompu. Personnellement, pendant tout un week-end, samedi, dimanche, lundi, je me suis rendu 3 jours de suite au rendez-vous donné par la femme. Et à chaque fois, j'ai attendu au minimum 1 heure de temps. Elle n'est jamais venue au rendez-vous. La dernière fois, elle m'a rappelé, on avait rendez-vous à 17h, elle m'a rappelé à 19h32. J'ai tout documenté. À 19h32, vous savez, en ce moment, il fait nuit très tôt. Je venais à peine de rentrer chez moi fatigué. Elle me dit non, où que vous soyez, dites-moi, moi je vous trouve. J'ai dit, madame, je ne sors jamais chez moi la nuit. Je ne peux pas. Donc elle me dit, je vous rappelle demain mardi. Et ce mardi, cela fait 1 semaine aujourd'hui. Cet appel finalement n'est plus venu. Donc j'étais obligé de renoncer au témoignage avec la dame. Les faits, il faut résumer. Le premier, l'argent a été volé. Le second, par le fils de madame Fanta Kamano. 3, il y a de fortes suspicions qu'elle ait organisé elle-même ou tout au moins qu'elle ait été complice du vol. C'est elle qui a appelé son neveu pour dire, écoute, on est en train de tomber sur tout le monde en ce moment. Tu sais que tu brasses de l'argent, il vaut mieux envoyer l'argent et le cacher chez moi. Le jeune est allé acheter un coffre-fort, il l'a amené. Mais fait curieux, elle n'amène pas l'argent là où elle habite en ce moment, chez son défunt mari. Elle l'amène dans sa maison qui est du côté de Tombolia. Elle met l'argent dans le magasin qui est à l'intérieur de sa propre chambre. Donc elle n'y est pas. Mais elle va quand même loger plus de 40 milliards, 50 milliards de francs guinéens de valeur, alors qu'elle n'est pas là. L'autre question, donc là quand même ça avait suscité une question dans mon esprit. Mais pourquoi, comment le monsieur a pu être si naïf pour quand même aller mettre de l'argent là-bas? Alors la question je la lui ai posée, Jacques également la lui a posée. Les grandes gueules. Ce qui apparaît très clairement, personnellement j'ai frémi à sa réponse. Il me dit, mon frère, comment je peux douter de ma mère? Parce que c'est véritablement c'est sa mère. Ouais. Comment je peux douter de ma mère? Ouais. Il a déposé l'argent, il venait parfois faire quelques retraits pour aller pour des raisons de chantier et tout ça. Mais l'argent a disparu. Donc le troisième, donc aujourd'hui il y a de forts soupçons, y compris dans l'instruction du dossier, que la dame elle-même ait tout fait pour couvrir son fils.
Ça également aujourd'hui, est-ce que c'est un fait? En tout cas, il y a cette forte présomption. Le quatrième, est-ce qu'il y a eu tentative même de marabouter ou peut-être même de supprimer des gens par voie du fétichisme? Oui, cela est établi clairement par les enregistrements dont nous disposons, à la fois audio et vidéo. Ça, c'est un fait. Et est-ce que l'autre pan, est-ce qu'il y a eu des tentatives de redistribution Les grandes gueules. pour corrompre un plus grand monde? Oui. Oui. Alors, j'ai discuté avec le confrère Marwan Kamara qui a levé le lièvre, le premier sur ce dossier. Il a été clair. Lui et la dame, directement, la dame ne lui a pas proposé d'argent. Mais c'est l'un des frères de la femme, parce que c'est qui aurait tout fait pour les mettre en contact, j'ai dit tout à l'heure le nom, qui lui aurait proposé de l'argent. Marwan ne m'a pas dit le montant. Lui ne m'a pas dit le montant. Mais dans les enquêtes, à travers la famille elle-même, j'apprends qu'on lui avait proposé 25 000 $. Incroyable. Alors, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Marwan avait pressenti un coup. En fait, une sorte de piège. Ouais, je vois. Donc, il s'était vite éloigné de la dame. Il est allé au rendez-vous une seule fois et il n'a pas pu discuter véritablement avec elle parce que la dame avait reconnu les faits. Il lui avait dit, je veux que l'affaire là reste en famille. Nous voulons gérer cette affaire. Alors, mais le fait qui choque le plus, c'est que toute la famille a été rassemblée autour de ce dossier. Plusieurs fois pour trouver une solution. Impossible. Parce qu'il avait été demandé que le reste de l'argent soit ramené et rendu au propriétaire, au moins pour apaiser en attendant de trouver une solution. Mais on apprend qu'il y a des acquisitions. Par exemple, du côté de Lambagny, d'un immeuble R+2, je ne sais pas si tu as vu le bâtiment, où actuellement est logé le spa que la dame a. Je me suis intéressé à ce spa. Effectivement, le bâtiment, il est récent, il n'est même pas encore achevé. Et au premier niveau, vous avez un spa et puis de l'autre côté, au premier niveau toujours, un appartement qui est refait où apparemment on voudrait loger des gens de passage, ainsi de suite. Un meublé. Alors, est-ce que le bâtiment appartient à la dame? Je n'ai malheureusement pas pu, pour l'instant, établir la paternité parce qu'il semblerait que le titre de propriété ait été fait au nom de quelqu'un d'autre. Et comme les magistrats sont sur le dossier, je pense que toute la vérité pourrait éclater très bientôt sur le dossier. Les compléments également avec... Pas toi d'abord, Zachary, mais avec Jacques. Jacques, allez-y, mon cher Léa. Oui, rapidement, parce qu'il a bien fait de raconter tout ce qu'on a. Parce que la dernière fois, quand on a présenté, il y a quelques questions qu'on avait soulevées. Et je le rappelais ce matin en off, Djiba nous avait envoyé vers une piste qui est celle qu'on est en train d'évoquer ce matin. C'est-à-dire le lien de Richard qu'on a plutôt très tôt trouvé dans le dossier. C'était instrumentalisé de l'intérieur de la famille. Et la raison fondamentale pour laquelle finalement on est venu en justice, c'est justement, il semble, c'est à cause de cette distribution d'argent. Parce que les réunions ont été tenues une fois, deux fois. À un moment donné, la distribution d'argent a commencé. Donc au sein de la famille, il n'y aurait plus quelqu'un pour dire la vérité à la dame. On a plutôt commencé à dire à Edouard, écoute, il faut abandonner cette affaire. C'est ce qui a amené finalement Edouard à aller vers la justice. Maintenant, il y a une autre question que tu as posée et qui demeure un soupçon de la part de certains membres de la famille qui disent que l'argent, puisque quand Edouard a reçu le montant, qui n'était plus dans le coffre-fort, parce que lui, il a amené l'argent dans le coffre-fort, l'argent qu'on a ramené, c'est dans une mallette. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le coffre-fort lui-même, une valise. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le coffre-fort lui-même reste introuvable. Les grandes gueules. Donc, après, quand ils ont compté l'argent, ils ont dit que l'argent n'est pas au complet. Donc, du côté des membres de la famille, on estime qu'il a surestimé le montant. Mais si le montant a été surestimé, le coffre-fort lui-même, on aurait pu le sortir, qu'on le voit, même s'il est vide, mais qu'on puisse voir quand même le coffre-fort. Mais le coffre-fort n'apparaît pas justement. Sur la question de... La précision à ce niveau, c'est que le coffre-fort n'a pas été retrouvé, effectivement. Mais quand tu regardes le film, c'est bizarre. Lorsque le jeune a dit « j'ai l'argent », il dit « donnez-moi jusqu'à après-demain, je vous ramène ». Les gens lui ont dit non, tu ne bouges pas. Il avait même donné 3 jours. 3 jours. On lui a dit, on lui a dit non, tu ne bouges pas, tu nous dis où est le reste, on s'en va chercher. Donc le jeune était au téléphone avec quelqu'un.
Et c'est en fait pour, si vous voulez, organiser le dépôt de l'argent. Et c'est ce qui a été fait. L'argent a été déposé dans une valise, dans un véhicule, les petits véhicules banalisés, un véhicule totalement gâté qui sont venus garer où? L'Ansanaya Barrage. Or, il se trouve que l'Ansanaya, c'est le quartier exactement où habite sa mère. Vous comprenez d'où vient le soupçon? Ils sont venus garer le véhicule et le chauffeur a disparu dans la foule. Donc, eux, ils ont eu juste le temps de traverser pour venir prendre la valise. Voilà pourquoi ils expliquent qu'ils n'ont pas pu, ils ne pouvaient pas compter l'argent quand même dans la rue, ou même dans la famille, au risque quand même de créer d'autres problèmes. Pour terminer, l'autre chose par rapport aux entreprises, puisque nous avions posé la question, est-ce que l'entreprise a la capacité de mobiliser un tel montant? Mara a déjà expliqué la façon d'opérer avec des cambistes pour pouvoir avoir la liquidité après, et ils reviennent remettre aux cambistes avec le taux auquel ils s'entendent, pour leur permettre de travailler, parce qu'avec les banques, non seulement c'est lent, et puis le taux est très élevé en termes de prêts. Et ils le font depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Mais sur la question des entreprises et les documents, j'ai eu la confirmation hier. Ils ont déposé les dossiers. Donc, ceci va être examiné par la CRIEF s'il y a un doute sur les entreprises. Je pense qu'il n'y en a pas. En tout cas, j'ai parlé avec la CRIEF. On a dit que les dossiers ont été présentés et c'est un consortium d'au moins 4 personnes qui travaillent ensemble sur plusieurs chantiers. Les témoins qui vont être entendus probablement aujourd'hui, le féticheur dont Mara a parlé, donc qui a été utilisé pour retrouver le voleur et qui va être contacté après par la maman pour faire taire l'affaire, lui il va témoigner parce que selon plusieurs témoignages, la dame aurait reconnu, donc elle ne serait pas une simple complice, elle aurait reconnu avoir participé, mais elle voulait que ça se taise. De toutes les façons, cela doit être entendu du côté de la CRIEF, de la part bien entendu de ce féticheur qui a été contacté. C'est une histoire rocambolesque. Oui. Voilà, allez-y Madame Yoro. Voilà, vous avez écouté cette affaire. Une histoire à dormir debout. Une histoire de famille. Heureusement la CRIEF est là aujourd'hui, ça pourrait permettre vraiment d'élucider l'affaire, de tirer les choses au clair, surtout que une histoire de fétichisme s'est mêlée dedans. Je pense que les juges au niveau de la CRIEF devraient creuser pour essayer de voir ce qu'il en est réellement. En même temps, moi je me pose des questions sur ces entreprises quand même qui se permettent de garder de si gros montants, on l'a dit ici, et à domicile, avec tous les risques liés à l'insécurité. On a vu souvent, même par exemple, de gros commerçants qui prennent le risque de transporter de l'argent via le transport interurbain, qui se font attaquer le plus souvent par des coupeurs de route. Je me dis que, je ne sais pas, cette thésaurisation, c'est quelque chose qui pourrait mettre même votre vie en danger. C'est vrai que le système bancaire, il est quelquefois lourd, mais je me dis que c'est quand même un gros risque que ce monsieur a pris que de prendre tout cet argent-là. Vous l'avez dit, il a un compte en devise. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'il se permette d'avoir cet argent-là là-bas? C'est la grosse question que je me pose et je pense que la justice pourra tirer les choses au clair. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je pense qu'ils vont finir ce premier volet du procès, mais forcément, il y en aura un second. C'est celui de justifier l'origine des fonds. Moi, on ne peut pas me dire que c'est à cause de l'institution bancaire qui est défaillante, qui manque parfois aux espérances qu'on a, que l'on va prendre 3 millions c'est énorme d'euros et aller les loger comme ça quelque part. Même quand c'est lourd de parvenir à toucher de la liquidité, vous pouvez le faire par virement, vous pouvez le faire par transfert, ça se fait. Donc, rien ne va expliquer qu'une entreprise légalement constituée prenne autant de fonds et qu'elle aille les loger quelque part de cette façon-là. C'est pas clair, ça c'est pas clair sur cette histoire. Moi je veux bien, c'est bien que vous fassiez le pont avec le centre orthopédique de Donka. Jacques, tu te souviens, toi et moi y avons été, la directrice nous expliquait que les financements, la totalité des financements avaient été versés par l'État, mais que le travail n'avait pas été réalisé. Parce qu'on avait vu la bâtisse, je crois qu'elle est encore en l'état,
La bâtisse elle était là, elle n'était pas terminée. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'effectivement, ce consortium est concerné par la réalisation de ce projet-là. Les grandes Est-ce que gueules. le consortium a reçu l'argent et il n'a pas fait le travail, ou est-ce au niveau de l'État que ça a coincé? Ça, c'est important de le dire. C'est pourquoi je dis, ce premier procès, ça va finir, mais il y aura certainement un second où on posera des questions précises à cette entreprise pour savoir pourquoi est-ce qu'elle dépose de l'argent de cette façon et pas dans les banques. D'ailleurs, d'où vient l'argent dont elle dispose. Mais la mine, c'est une famille qui va aller à l'implosion. Ouais. On parle d'Édouard, Ouais. on parle d'Abraham Richard, on parle Ouais. de cette dame. De Tamba Mais Soy. on ne fait pas attention aussi au lien entre notamment et Abraham Richard et Eli Kamano. Parce que le père de Eli Kamano, justement, a été, semble-t-il, un des tuteurs de Abraham Richard. Et ce serait la raison pour laquelle il y a eu pas mal d'hésitations quant à porter l'affaire devant les juridictions, notamment par Eli Kamano, qui s'est retrouvé cité dans le dossier. Est-ce qu'en allant vers les autorités telles que Abraham, telles que Amara Kamara, tel que le dit Mohamed Mara ce matin, est-ce qu'il ne mettrait pas en danger la situation de quelqu'un qui est quand même comme son frère? C'était l'effet. Justement. C'était l'effet recherché, justement. Alors, je ne sais pas si Il a même appelé le procureur. C'est lui qui a même la première fois appelé le je procureur. peux Ali attester Touré. d'autres choses. Je peux attester d'autres choses par ailleurs là-dessus. Ouais. Si ça a pris du temps, même si et c'est l'enquête qui nous permet aujourd'hui de le préciser, mais j'ai parlé au-delà de Eli Kamano, avec quand même un membre important de sa famille, en l'occurrence la mère, et je peux attester ici qu'il y a eu dissuasion du côté de la famille de Eli Kamano quant à porter l'affaire devant les autorités. Parce qu'il s'agit en quelque sorte, chez nous, ça c'est son frère, ça. Il s'agit de son frère et c'était un véritable problème aujourd'hui. Mais on est en train d'aller vers l'implosion claire d'une famille aux nombreux embranchements. Ça, c'est une première chose. La mine. Et ça, c'est aussi le deuxième niveau que je veux quand même évoquer. Moi, j'ai quand même aussi entendu la version de la dame. On attendra de voir ce que la justice va dire. Mais sur ce dossier-là, semble-t-il, ce ne serait pas elle qui serait allée vers Édouard pour lui dire, avec tout ce qui se passe dans la vie, apporte-moi ton argent que j'aille le déposer. Non, ce n'est pas l'information que j'ai reçue là-dessus. Ce que la dame disait justement, ce serait effectivement, c'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de rebondissements. Parce que la dame soutenait que c'est Édouard qui serait venu vers elle pour lui dire, maman, j'ai quelque chose que j'aimerais te confier, sans lui dire ce que ça contenait. Et donc, on lui aurait indiqué ce bâtiment-là. Mais vous avez vu, avec l'enquête, aujourd'hui, il faut aller quand même quant à questionner la moralité aussi de cette dame qui donne plusieurs fois des rendez-vous et qui ne les honore pas. Ça nous pose un sérieux problème. Mais qu'on veuille le dire en un mot ou en mille, il y a quand même une chose avec laquelle je ne serai pas d'accord. Ton argent est perdu. On te dit on l'a retrouvé. Toi, tu vas prendre cet argent, peu importe le lieu. Tu peux trouver le moyen de le vérifier, en tout cas sur le champ. Tu prends cet argent, tu rentres chez toi. C'est une fois loin là-bas que tu vas dire l'argent manque. Pour autant de... Je peux comprendre quand il s'agit de 2 millions, de 3 millions, mais on te parle de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, tu les transportes jusque chez toi avant d'aller vérifier. Ça, c'est une question que je pose. Je pense qu'il faut aller à ce niveau parce que l'autre soutient que l'argent était complet. Eux, ils disent quand on a compté, ça manquait. Or, il s'est écoulé du temps. Non, ils reconnaissent tous le vol, mais si tu veux, c'est sur le montant recouvré qu'il n'y a pas d'accord. Sauf que Big lui-même ne nie pas avoir volé. C'est ça le truc. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand tu prends le féticheur, alors qu'on dit non, tout l'argent est rendu. Mais il y a quand même une maman qui est capable de proposer 200 000 euros à un féticheur. Ben oui. Est capable quand même, avec un frère, de proposer 25 000 euros à un journaliste. C'est là où je dis, effectivement, il y a encore des reliquats, il y a de l'argent qui reste. C'est pourquoi je dis de cette dame, justement, que nous sommes désormais en droit de douter de sa moralité, de la questionner. Mais la mine laisse les quissiens en paix. Non, je le dis parce que... mais elle a quand même quitté l'église pour aller jurer sur le fétiche. Permets-moi, s'il te plaît. Mohamed. Vous savez, quand même. Vous savez, il y a s'il te plaît. Je termine. Il y a de nombreux syncrétistes aujourd'hui.
ils sont chrétiens et maraboutiques en même temps. Ils sont comme le grand accusé à la barre. Docteur Toumba. Après, il jure, il fait des pactes maraboutiques. Donc tout ça, bien. Moi je rentre pas dans ça. Mélamine, arrête. Il y a des mauvais partout. Hein. Bien. Et je suis surpris. D'autant plus que, je l'ai souvent dit ici. Non, mais le féticheur, il n'est pas tissien. Dans nos cultures, le féticheur est Allez, merci beaucoup. Dans nos cultures respectives, une femme c'est crédible. Ouais. Une femme c'est crédible. Je le répète, une femme. La femme reste toujours crédible. Je suis désolé. Quand on se retrouve dans cette situation, moi je suis surpris. Je vous l'ai dit ici. Une femme, ça ne rit pas comme un homme. Bien. Une femme, ça ne pète même pas. C'est ça dans notre culture. Tamba. Maintenant, on te dit, la femme donne rendez-vous. C'est vrai. Voilà. C'est ce qu'on dit, une femme ne pète pas. Bien. C'est les hommes qui pètent et c'est légitime. Maintenant, on te dit que la femme donne rendez-vous. Tamba, merci elle beaucoup. ne respecte pas. Tout ça, c'est encore la preuve que nos valeurs se sont inversées. Ouais. Mais c'est pas inversé, c'est inversé. Bien, on a bien compris, mon cher Tamba. Voilà. Bonjour au général Mathurin. Voilà. Allez-y. Ça va être drôle. Il est trop, ce garçon-là. C'est incroyable. Justement, donc, trois enseignements à tirer. Est-ce qu'il y a eu tentative de corruption du confrère? Oui. Puisque moi, j'ai passé assez de temps sur ce dossier. Est-ce qu'il y a eu tentative de corruption du pôle d'enquêteurs? C'est oui. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à se poser la question sur la moralité de la dame? Je ne pense pas. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, l'audio existe. C'est elle, effectivement, qui a proposé. Plusieurs audios existent. Non, on les a. Mais je prends du crédit. Justement, voilà. Plusieurs audios existent sur la dame qui a proposé effectivement que Edouard puisse envoyer l'argent à la maison. Donc son fils qui est Tambasoy, sur les 3 millions d'euros, nous apprenons ce qu'il a restitué. C'est 200 000 $ et ensuite 723 850 € sur les 3 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent comme ça dans la nature. Maintenant, ce qui est quand même dommage, Lamine, c'est que nous sommes en Afrique. Lorsque les gens disent mais pourquoi ils confient cet argent? Vous savez, les sœurs de nos mamans en Afrique, ce sont nos mères. Et donc, nous leur faisons confiance aveuglément. Et lorsqu'on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est la religion et la famille. Ouais. Et donc, votre famille, quoi qu'il en soit, vous acceptez de déposer l'argent. Et je pense que ce qui s'est passé, dans le Mandingue, on dit que la seule chose que l'on peut commettre sans y être obligé, c'est l'ingratitude. Et Edouard et Richard ont été victimes d'ingratitude de la part de cette famille. Parce que Richard, l'ancien directeur du budget, comme je l'ai dit, je connais bien cette famille, il a beaucoup fait pour cette dame, l'ami. Ses enfants sont en France pour des études, c'est à travers lui. Et si Big a pu intégrer la Direction nationale des impôts, c'est à travers lui. Et s'il y a ces problèmes en famille... Et Big, attention, travaillait justement d'ailleurs dans l'entreprise de Edouard qui l'a volé. Tout à fait. Il a travaillé pour lui. Justement, donc si aujourd'hui il y a un problème en famille et qu'on puisse amener cela loin et que ça arrive dans les médias, je pense que c'est déplorable. Je pense qu'en tant que femme, mère de famille et sœur de Richard, elle aurait pu prendre de l'ascension, éviter un tel scénario. Parce que nous apprenons effectivement que l'argent a même circulé dans la famille. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Tout cela reste à vérifier. Mais si Edouard, à mon avis, se reprochait quelque chose, je pense qu'il n'aurait pas allé jusqu'à saisir la CRIEF. S'il a pu saisir la CRIEF, c'est qu'il y a un véritable problème. Et nous apprenons que ceux qui sont allés prendre le coffre-fort, en plus de Tambasoy, il y a 2 de ses amis, un certain Ousmane Silla. Je pense que ce dernier, il faut l'écouter aujourd'hui. Il y a Jean Irandouno également. Lui, il a fui. Ousmane a fui. Ousmane a fui. Ouais. Donc, il y a un certain aussi Jean Irandouno, à mon avis, aujourd'hui, qui doit être écouté par la CRIEF. Parce que celui-là pourrait quand même nous dire à date l'orientation de ces coffres-forts. Et pour finir, en même temps, nous apprenons, il reste à vérifier que la dame a aujourd'hui des propriétés à Lambaye, du côté de Koya, mais aussi de Debreka. Donc, si cela s'avère, ça veut dire qu'effectivement, qu'ils sont allés piocher de l'argent dans ce coffre-fort qui a été confié par Edouard. Je pense que c'est une leçon que nous tous nous tirons en tant qu'Africains, en tant que membres d'une famille. Et n'oubliez pas que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui dans cette famille. Il faut remonter l'histoire vers les grands-parents, où il y a quand même des dissensions souvent dans les familles, et qui s'est de génération en génération, qui s'est transporté, et qui finalement irradie sur les enfants,
Et aujourd'hui, ce qui arrive à Richard, je pense que c'est tout simplement de l'ingratitude. C'est malheureux d'assister à ça, mais la justice est saisie et je pense que ceux qui ont raison vont tirer leur épingle du jeu. Bien. Et si la dame et son enfant, si elle est en collusion avec son fils, eh bien qu'elle puisse répondre devant la justice. Merci beaucoup, Diba Milimono. Vous êtes sur Radio Espace. Radio Espace, les grandes gueules, les conseils des grandes. Chez les GG, nous pensons. Mon cher Antoine Kourouma, et c'est décret hier. Ouais. Je pense qu'avec le CNRD, il y a quand même des actes salutaires qui sont posés depuis leur arrivée. Et le fait d'honorer des personnes de leur vivant et surtout des gens qui ont posé des actes de loi dans ce pays, je salue cela. Hier, lorsque j'ai vu ces élévations en grade à la RTG avec la lecture de Fanasouma, bon, c'est une façon de parler, la dignité, avec Fanasouma, j'ai apprécié que les noms qui ont été annoncés hier bénéficient de ces honneurs. Alors, on a le doyen parmi eux, le doyen Suleiman Diallo quand même, qui récemment a été célébré par la presse guinéenne, qui a été élevé hier à la dignité de grand officier de l'ordre national du Colatier, en reconnaissance de ses contributions à la cohésion sociale. Et il n'est pas seul, il y a également Sekou Logro Camara de Dombéa Diaz, également Adjabi Talalisso, Aboulaye Swapit Camara Brakassé, élevé au grade de commandeur de l'ordre national du mérite, en reconnaissance des éminents actes posés pour la nation. Et donc, je dis une chose, c'est les actes que je salue, parce que pour moi, il faut honorer les gens de leur vivant. Et maintenant que c'est fait, je me dis que c'est un acte parmi tant d'autres que ce régime ou cet État est en train de poser. Ces artistes et autres acteurs clés qui sont reconnus dans le pays, pour moi, dans le passé, ce n'était pas le cas. Avec Alpha Condé, on était plus dans la frustration que dans les honneurs. Et pour cet acte que je qualifie de magnanime, on ne peut que dire bravo au CNRD, parce que c'est pour le gros. Je me rappelle une fois, il m'a appelé juste pour une émission. Je sais un peu l'échange qu'on a eu lui et moi. Des gens comme ça ailleurs, c'est des personnes qui sont à célébrer chaque année. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est des gens qu'on manipule, qu'on utilise lorsqu'on a besoin d'eux. Et pour moi, ce n'est qu'une réparation qui est faite. Suleiman Diallo, c'est amplement mérité. Ses confrères l'ont célébré. L'État vient couronner le tout avec cette élévation en grade là. Pour moi, il n'y a rien à dire. Chapeau au CNRD. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, allez-y. Rapidement, savez-vous combien touche un ministre guinéen aujourd'hui en moyenne? Non. 50 millions. 50 millions. Oui. Ce n'est plus 15 millions. Non, c'était moins que 15 millions. C'était entre 8 500 et 10 500. Wow. Alors aujourd'hui, c'est 50 millions. Oui, absolument. Depuis que le gouvernement est en place, c'est 50 millions CNRD. au moins. Depuis que le CNRD est arrivé et qu'on a le gouvernement, c'est au moins 50 millions. C'est plutôt une très bonne chose parce que le débat sur la lutte contre la corruption avait justement indexé ce niveau de traitement des ministres qui étaient obligés de voler pour arrondir les fins de mois. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Premier ministre a suivi la marche à la suite du président, parce que sur les ministres, c'est une décision du président de la République, mais sur le gouvernement en général, le Premier ministre a donc sorti un acte daté la mine du 19 octobre. Dès la fin de ce mois, revalorisation intéressante, non pas sur le salaire, mais c'est un complément de salaire. Vous savez, les salaires, ils sont à... Un secrétaire général touchait 2 millions. Secrétaire général de la fonction publique touchait 2 millions. Si vous n'étiez pas de la fonction publique et que vous étiez nommé secrétaire général, vous oscilliez entre 5 millions et 7 millions. Mais avec cette mesure, il y a donc un complément sur le salaire. Ce n'est pas le salaire en tant que tel, c'est un complément qui, pour les secrétaires généraux, désormais, le directeur de cabinet à la primature va aller à 30 millions. Le directeur de cabinet adjoint à la primature à 25 millions. Les secrétaires généraux, les secrétaires généraux donc, du gouvernement, le secrétaire général adjoint aux affaires religieuses vont aller à 25 millions. Et puis enfin, les chefs de cabinet des départements seront à 20 millions. Voici un peu les évolutions qui se passent. Mais la mine, il y a plus intéressant. Figurez-vous que sans le processus de biométrisation, le seul travail du ministère du Travail et de la fonction publique permet d'établir que 50% du fichier de la fonction publique, 50% des employés de la fonction publique sont fictifs. Bien. 50%.
Et sur cette base-là, un véritable travail qui est en cours, c'est la progression vers la biométrisation. Derrière, il y aura un travail de rapprochement avec ce qui se passe au niveau de la sous-région pour avoir des salaires au niveau de la fonction publique qui soient acceptables. Et si l'on veut faire un petit clin d'œil aux banquiers, la mine, à date, il y a jusqu'à 500 banquiers en Guinée qui sont donc dans le secteur de la banque, donc au niveau du secteur privé, et fonctionnaires par le même moment qui continuent de percevoir leur salaire en tant que fonctionnaires alors qu'ils n'y travaillent plus. Merci. Nous reviendrons là-dessus plus en Demain, forcément, mon cher Thomas, c'est très intéressant. Merci à vous tous. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission ici à Conakry. À 15h, Kernoma Duba vous donne rendez-vous avec les informés. Et sinon, à 19h45, le journal avec l'équipe de Jacques Lewal. Nous prenez soin de vous. On se retrouve demain sur Radio Espace et sur Suite FM Guinée.